Je suis actuellement à la recherche ce master. Nous venions à remercier toute l'équipe encadrante du master, nos collègues de Gémeaux et le professeur Labou qui a répondu à nos questions. Merci. Et bonjour, je vais me présenter. Je suis Lydia Leger, je suis donc étudiante au master 2 ETIS et je suis cadre de santé actuellement en EHPAD et en UPAD dans la région de la Sarthe. Donc on va commencer notre présentation, la greffe d'utérus par les étudiants en master 2 en santé. Donc notre réflexion on l'a construite en deux étapes. Premièrement, on va passer rapidement parce qu'on en a déjà beaucoup parlé de la greffe d'utérus, du cadre juridique, le cadre éthique qu'on va un peu développer et la méthode de réflexion que l'on a utilisée pour répondre aux cas. Et la deuxième partie, du coup, l'éthique appliquée au cas en structurant toutes les questions que l'on s'est posées aux différents personnages. Donc le prérequis théorique, je passe rapidement dessus. La greffe d'utérus, voilà, ça existe depuis longtemps. L'équipe suédoise est pionnière en la matière. À ce jour, il y a environ 80 greffes d'utérus qui ont été réalisées pour 46 enfants. La principale indication reste le syndrome de Rokitansky, même si on peut aussi avoir des greffes d'utérus pour des hystérectomies spécialisées sur les HPV, sur les pathologies comme terrain. Donc le parcours difficile, on va parler des mouvements. Et je dirais juste que la greffe d'utérus, c'est une greffe qui est éphémère. C'est un organe, non vital qui a pour but d'améliorer la qualité de vie et non pas d'allonger la vie de vie comme ça peut se faire pour une greffe féminine. Alors pour le cadre juridique, donc on va en parler brièvement parce que nos collègues du droit en ont beaucoup parlé. On s'appuie sur la loi bioéthique numéro 2011-814-814 du 7 juillet 2011, avec les articles du Code de la santé publique. Le prélèvement d'organes sur une personne vivante qui en fait le don ne peut être opéré que dans l'intérêt thérapeutique direct du receveur. Les donneuses vivantes, mères et par dérogation, sœurs, tantes, cousines germaines, conjointes du père et toute personne pouvant justifier d'un lien affectif étroit depuis plus de 2 ans. C'est un nom gratuit et librement consenti. Et les donneuses décédées, il faut qu'elles soient des patients déclarés en état de mort cérébrale. Le cadre juridique a été conforté par la loi bioéthique numéro 2021-1017 du 2 août 2021. Et on a un peu exposé le fait que pour la greffe de rein, il y avait eu une étape préliminaire de greffe à partir de donneurs décédés avant de passer de vivant à vivant, alors que pour l'utérus, le don d'utérus, on est d'emblée sur des dons de vivant à vivant en France et dans le cadre d'un protocole de recherche, comme on a pu déjà le dire. Le cadre éthique dont on a utilisé pour répondre à la question, plusieurs choses, certains ont déjà été abordés. Pour commencer, l'utilitarisme, c'est un courant philosophique développé au XVIIIe siècle. L'utilitarisme, ça existe, c'est le bien commun, c'est les conséquences, c'est vraiment le bien commun. Maximiser le bonheur pour tous, ça pose un peu la question, est-ce que la fin justifie les moyens? Et l'évolution, la variante, si on peut dire, du utilitarisme, c'est le conséquentialisme, un concept développé par la philosophe britannique Gertrude Aniston, qui vise l'action en fonction des conséquences qu'elle va avoir sur la société. Le principisme, évidemment, les 4 idées dont on a déjà été présenté par les étudiants en sciences infirmiers. Et on peut aussi évoquer le principe de responsabilité de Anxionas qui va aussi prendre en compte les générations futures de la société telle qu'elle va devenir suite à des décisions que l'on va prendre dans la santé.
Alors, la méthode de réflexion que l'on a utilisée pour travailler le sujet, on a utilisé l'analyse par le 3QOS 2CP, donc qui, quoi, comment, où, comment, combien, pourquoi. Et on a essayé de faire des questions protagoniste par protagoniste, en partant de ce qui nous paraissait, nous, dans le groupe, des situations les moins complexes vers les situations les plus complexes en termes de réflexion éthique. Alors, donc, la partie 2, on va commencer par Benjamin. Benjamin, c'est le compagnon de Lucie depuis 4 ans. Donc c'est le statut de compagnon de la receveuse. Il a dit qu'il a un très fort désir d'enfant. Et donc, donc la date du besoin, alors on ne va pas revenir sur le statut de la recherche, est-ce que on en a déjà parlé. C'est plus effectivement le statut vraiment du besoin dans la grève du virus. Est-ce que quelle place il peut avoir dans cette décision? Est-ce que son avis va être pris en compte? Est-ce que si, par exemple, que ce soit lui qui a un très fort désir de faire en réalité des examens biologiques, si... alors que sa femme ne veut pas plus que ça, comment gérer en fait cette tension entre les deux protagonistes? Est-ce que c'est possible de quand même accéder à cette grève, sachant que peut-être la femme n'est pas tant souhaiteuse que cela? Et aussi, c'est dans cette relation, que se passerait-il si, admettons que Lucie soit greffée, le transfert de la greffe, mais Benjamin décède, eh bien, ils se séparent. Est-ce qu'il faut mener à bout ce projet de greffe alors que la PMA aujourd'hui post-mortem est interdite en France? Donc, Olivier, donc 40 ans, c'est le compagnon d'Amélie depuis 1 an. Donc lui-même n'a pas d'enfant. Donc les réflexions que l'on a évoquées tous ensemble, c'est du coup quelle est la place du conjoint par rapport à la donneuse. Son désir d'enfant d'Olivier, ils viennent de se rencontrer. Est-ce que voilà, il est jeune? Est-ce que lui, il n'a pas d'enfant? Est-ce qu'il aurait un désir d'enfant? Si Olivier, alors on s'est posé la question, si Olivier n'était pas le beau-père de Lucie, mais son père, du coup, quelles seraient les interactions, enfin les relations, quelle place il aurait aussi dans la réflexion? Est-ce que le fait de se retrouver dans des conflits familiaux, est-ce que ce serait un motif de récusation, pardon? Et on s'est posé la question aussi en termes de conséquences de succession, de pression intrafamiliale, comment ça se passerait pour lui? Est-ce qu'il pourrait avoir de la pression sur sa femme en disant non, enfin sa compagne du coup, non, tu fais pas non, je ne le souhaite pas, ou voilà. Et du coup, ce sont des questions, des réflexions qu'on a menées dans le groupe. Ensuite, on vient en cas de Emma, sœur cadette de Lucie qui a 21 ans, qui se dit donc, totalement opposée à l'idée d'avoir des enfants, et elle se déclare volontaire pour être nommée pour sa sœur. Alors, dans le cas, on suppose, enfin, on peut supposer qu'on est parti des critères d'inclusion de mutualité, encore une fois, probablement ça pourrait changer. Donc là, elle serait récusée sur l'âge et la mutualité, mais éventuellement, ces critères évoluer. Peut-être qu'elle serait éligible en fait à donner son utérus à sa sœur. Quelles seraient les conséquences en fait si on se projette un peu à l'avenir effectivement une jeune femme d'une vingtaine d'années qui serait volontaire, qui aurait le droit de donner son utérus? Est-ce qu'on souhaiterait pouvoir hystérectomiser les femmes jeunes, ce qui contre-indiquerait totalement tout projet de l'intérieur dans l'éventualité où elle changerait d'avis? Une femme qui se fait calculer les troncs, elle reste théoriquement, physiologiquement fertile si elle a accès à de la et les conséquences sur la relation intrafamiliale, effectivement, dans le fait
est-ce qu'il pourrait y avoir une tension, c'est-à-dire une sœur qui rentre devant les routes au regard de l'utérus? Tout ça a déjà été soulevé dans la vidéo. Amélie, donc la maman, 39 ans, mère de 2 filles, séparée du père de ses filles depuis 8 ans, en couple avec Olivier depuis 1 an, qui lui n'a pas d'enfant, et elle est volontaire pour donner son utérus à sa fille Lucie, atteinte du syndrome de Rokitansky. Alors, ici, donc, on a vu qu'il fallait avoir entre 40 et 65 ans pour rentrer dans le programme de recherche. Donc là, la maman a 39 ans. Alors on s'est interrogé en disant est-ce que le fait de commencer les premiers examens dans la 39e année pour pouvoir vraiment commencer la greffe d'utérus à partir de ses 40 ans, est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire? On avait aussi évoqué le problème de relation mère-fille. Est-ce que la mère se sent obligée de donner un peu par culpabilité en disant ma fille n'a pas d'utérus, c'est un peu moi la responsable, et que du coup elle se sent obligée d'accepter? Est-ce qu'elle peut refuser et quel impact ça aurait? Et si la mère a plusieurs filles atteintes de maladies, ça peut arriver que par exemple il y ait 2 enfants filles qui ont la même pathologie, et du coup à qui je donne mon utérus? Et puis on a évoqué le principe de justice face à la complexité du parcours. Voilà, est-ce que tout, comment dire, au niveau de la justice, est-ce que tout a été bien pris en compte? Voilà, c'est ça. Et on va le redévelopper après. Et pour finir, Lucie, la principale concernée de la 24 ans, elle a le syndrome de Rokitansky avec une agénésie de l'utérus, une obésité du vagin. Elle est enceinte depuis 4 ans, elle a un très fort désir d'enfant et donc elle est, dans ce cas, la receveuse de la greffe. Donc les tensions, les interrogations qu'on a eues, donc le fait d'avoir une gestation avec l'utérus de sa mère, l'impact psychologique que ça peut avoir sur la grossesse, l'impact sur son sentiment de la mère. Alors pour info, il y a eu des études psychologiques qui ont été menées notamment par une équipe suédoise à 3 ans et à 5 ans qui ont étudié les conséquences psychologiques de la greffe d'utérus. Il n'y a pas eu de conséquences majeures néfastes, en tout cas d'identifier de ce point de vue-là, sur ce qu'on a pu dire en tout cas. Au niveau du principe de justice, alors, je vais parler d'abord de l'accessibilité, c'est-à-dire que comment on pourra gérer, comme on l'a dit, il y a environ 20 000 femmes atteintes de ce syndrome en France, dans les 32 années. Une greffe, comment est-ce qu'on va pouvoir répondre à toutes ces demandes, sachant que ça coûte cher, 100 000 € de greffe. Si 1000 femmes par an, c'est 100 millions d'euros pour une greffe qui n'est pas vitale. Et aussi le fait d'avoir des critères extrêmement sélectifs qui probablement le restaurant, à minima dans tous les cas, au vu de la complexité médico-chirurgicale du parcours. Théoriquement, est-ce que toutes les femmes éligibles pourront réellement avoir accès à cette procédure? C'est une question qui s'est posée notamment. Est-ce que c'est ce qui est arrivé, c'est de discrimination sur les critères socio-économiques? Donc, il y a des grandes interrogations qu'on a eues, c'est la place du diagnostic préimplantatoire dans la greffe d'utérus. On rappelle que il y a un parcours PMA avant que la patiente soit greffée, qui aboutit à la greffe d'embryon. Ensuite, elle peut se faire et il y a un transfert d'embryon. Donc, le diagnostic préimplantatoire, c'est dans le cas particulier des personnes qui ont une maladie génétique transmissible pour éviter de retransmettre la maladie à naître. Donc, c'est pas indiqué, il n'y a pas de liste, il n'y a pas systématiquement indiqué. Mais imaginons que Lucie fasse tout son parcours, elle est greffée, on transfère son embryon, et la grossesse prend.
Et à la première échographie, on constate aussi en faveur de l'utérus 21. Quelle serait la place de l'IMG dans cette situation? L'interruption médicale de grossesse. Donc ça, c'était une des grosses interrogations qu'on a eues, sachant que c'est un parcours extrêmement lourd, extrêmement compliqué. Que faire en fait si on a un fœtus atteint d'une maladie génétique, que sais-je? Quelle serait une modalité de la réalisation du bébé? Est-ce qu'on va faire une césarienne du deuxième trimestre pour arrêter le grossesse derrière? Est-ce qu'on peut retenter une grossesse derrière? Certains articles philosophiques questionnaient aussi pour ces femmes atteintes du syndrome de Nicosie, en fait, le désir d'être enceinte plus que le désir d'être mère. En fait, on était en opposition ces deux composantes, et donc voilà, c'est aussi l'action de la maternité quand on est une femme. En fait, l'identité féminine aujourd'hui, elle est très franchement liée dans notre société au fait d'être mère. Et donc, voilà, est-ce qu'il faut absolument répondre à ces demandes-là au regard de cette existence-là, sachant que les alternatives possibles ont été évoquées, la GPA ou bien l'adoption. GPA qui est en France, et l'adoption, un parcours qui est aussi long, difficile. Alors, est-ce que pour ces femmes-là, des passes droits seraient justifiées pour pouvoir accéder plus facilement à la maternité? Donc, pour conclure, on voulait rester sur des interrogations. Est-ce que la médecine doit répondre à toutes les demandes sociétales? Et si la médecine peut techniquement le faire, faut-il toujours le faire? Merci. On vous remercie.